en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information du magazine Humura Burundi de ce 13 septembre 2020, dont voici les grands titres. Des combats sont toujours signalés en province Rumongue entre des groupes armés de militaires burundais. Des rebelles seraient tués dans ces affrontements selon la population. Un retraité des ex-forces armées burundaises FAB a été tué cette nuit en commune Ndava de la province Mwaro. Vague d'arrestations arbitraires depuis ce samedi des leaders du parti CNL et des anciens officiers ex-FAB de l'ethnie Tutsi et natifs de la province Bururi. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nous allons revenir sur les nombreux problèmes qui s'observent dans différentes écoles et leur impact sur l'éducation. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, Onésime Dushimagize, Lissi Kavera assure la mise en onde avec Emile Nivasumba pour la mise d'image. Sécurité d'abord. Des combats sont toujours signalés en province de Rumongue entre des groupes armés et des militaires burundais. Ce dimanche, des combats ont eu lieu dans les communes de Burambi et Bugarama. Selon les habitants, des rebelles seraient tués dans ces affrontements. Le point avec Eroge Diveremesh. Nous sommes à Gisagazuba, précisément dans la localité appelée Mashoro. À l'heure actuelle, nous entendons des crépitements d'armes. C'était le matin de ce dimanche dans la localité de Mashoro sur la colline Gisagazuba, zone Maramvia, commune Burambi, en province de Rumongue. Selon la population locale, des combats se déroulent actuellement dans les communes Rumongue et Bugarama. Entre les communes Bugarama et Burambi, plus précisément dans la colline appelée Ruzibadi, il y a eu des combats depuis le matin jusqu'à maintenant. Des crépitements d'armes se font entendre. Ces combats opposent les militaires aux groupes armés. La situation est compliquée. Les combattants en question, révèlent les habitants de Gisagazuba en zone de Maramvia, appartiendraient au mouvement Red Tabara. Nos sources poursuivent en disant qu'il y a eu des morts côté rebelles. Et ces habitants d'ajouter qu'un Nimonelakure du nord de Marius Nikumwenayo a été blessé lors de ces affrontements. Cette instabilité aurait provoqué un climat de méfiance au sein de la population. Certaines personnes essaient d'entamer des discussions pour amener les gens à s'ouvrir et à se faire à nouveau confiance. Mais la cohésion n'y est plus. Tout le monde soupçonne son voisin d'être à l'origine de ces attaques. À titre de rappel, ce samedi soir, des affrontements ont eu lieu sur la colline Muhuzu en province de Rumongue. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les deux porte-paroles de l'armée et de la police, ni celui du mouvement Red Tabara. Toujours à ce chapitre, une personne a été tuée cette nuit à coups de machette en commune Ndava de la province Mwaro. La victime était un retraité des ex-forces armées burundaises FAB et habitait sur la colline Gatsinga, Bardazar Mebour. La victime de l'attaque de la nuit dernière est un homme d'une cinquantaine d'années répondant au nom de Donatien Bigirimana. Cet habitant de la colline Gatsinda, en commune Ndava de la province Mwaro, a été attaqué par un groupe d'hommes armés de machettes et jusqu'ici non identifiés. Ce groupe a fait irruption dans sa maison vers 20h30. Donatien Bigirimana était à table avec sa fillette d'une quinzaine d'années. Ce groupe de malfaiteurs dont le nombre est inconnu l'ont attaqué à coups de machette jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Après leur forfait, indique les voisins de la famille attaquée, les malfaiteurs ont pris le large en direction de la commune Kiganda de la province Muramvia, frontière avec la colline Gatsinda de la commune Ndava en province Mwaro. La police locale confirme ces informations et indique avoir débuté des enquêtes. Vague d'arrestations arbitraires depuis ce samedi des leaders du parti CNL et des anciens officiers ex-FAB de l'ethnie Tutsi et natifs de la province Bururi. La population locale, en particulier les membres du parti CNL, redoute un plan visant la persécution des opposants politiques originaires de cette province. Trésor Nyongao.
Cette chasse à l'homme a commencé ce samedi après l'assemblée ordinaire des responsables du parti CNL dans les communes de la province Bururi, tenue en commune Matana sous l'initiative du responsable de ce parti dans cette province. Selon les informations recueillies sur place, il s'en est suivi l'arrestation de Romuald Hanganimana et Félix Niyongabo, respectivement responsables du parti CNL en commune Mugamba et Rutovu. Après la réunion, les nommés Romuald Hanganimana et Félix Niyongabo alias Ngeringeri ont été arrêtés en commune Matana. Ils ont été arrêtés sans mandat d'arrêt et sans motif avec la complicité d'un Imonerakure connu sous le nom d'Okaya, lequel s'est illustré dans beaucoup de cas de persécution. Les mêmes informations précisent que cette chasse à l'homme ne s'est pas arrêtée là, car ce samedi même, vers 18h30, un ancien officier de police du nom de Prime Niyongabo alias Komesha a été arrêté par les agents du service national des renseignements sur les ordres de Joseph Mathias Niyonzima, connu sous le sobriquet d'Okazungu. On n'est pas tranquille car nous avons également entendu dire que un ex-FAB du nom de Prime Niyongabo et qui a récemment été élu au conseil communal dans la commune Songa a lui aussi été arrêté. Les sources de la RPA révèlent qu'un autre officier ex-FAB en retraite, le colonel Poncien Baritonda, a été arrêté le matin de ce dimanche. Ce dernier, pour suivre ses sources, a été embarqué à bord d'une camionnette immatriculée DA 6401 et appartenant au service de renseignement, une camionnette à l'arrière de laquelle se trouverait le nommé Prime Niyongabo. Pour le moment, la peur est grande au sein de la population de la province Bururi et surtout chez les membres du parti CNL qui indiquent qu'il s'agit d'un plan visant à persécuter tous les opposants du parti au pouvoir. Nous autres membres, nous ne pouvons pas du tout être tranquilles du moment qu'ils ont déjà commencé à arrêter les responsables du parti CNL. Nous constatons qu'ils ont un plan d'arrêter les membres du parti CNL et surtout ceux de l'ethnie Tutsi. Pour rappel, 3 membres du club de musique Inkumbuzi du parti CNL ont été également arrêtés le matin de ce samedi au quartier Ruziba, en commune Kanyosha de la province Bujumbura. Une arrestation opérée sous le commandement du commissaire Désiré Ouamahoro. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Nous poursuivons avec ce magazine. Le ministre des chefs d'État de la sous-région qui devait se tenir du 9 au 13 septembre à Goma, en République démocratique du Congo, a été reporté pour une date non encore précisée. Dans une note verbale de ce mardi, le gouvernement du Burundi avait répondu que ces hautes autorités ne seraient pas disponibles pour cette rencontre suite au calendrier chargé. Mais ce samedi, dans le journal de 13h de la radio Top Congo, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marie Tumbanzeza, a dit espérer qu'aucun chef d'État ne sera absent après ce report. Même le président Évariste Ndayishimiye suivait. Non, je ne crois pas qu'à ce stade, on puisse parler de l'absence du Burundi. Ce que je sais, c'est que nous sommes en train de travailler pour que tous nous puissions y être. Donc, à ce stade, en tout cas, aucun pays n'a dit qu'il ne serait pas là. Mais certains médias annoncent que le Burundi sera absent à ces sommets quintupartites. Est-ce que c'est vrai? À mon niveau, personne ne sera absent. À mon niveau, personne ne sera absent. Nous sommes tous et eux, les invités et nous qui invitons, nous sommes en train de travailler à ce que tout le monde soit là. On va décaler vraisemblablement, on est en train d'ailleurs de le faire, de décaler la date de la conférence parce que tout le monde est pris par les préparatifs pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'est un peu ça qui coince, mais pour le reste, ça va.
ça va aller. On va faire de telle sorte que on recule un peu, parce que les chefs d'État doivent intervenir tous à l'Assemblée générale. Donc c'est ça un peu qui coince, mais ça va aller. J'ai bon espoir que les choses vont aller de l'avant. Est-ce qu'une date est déjà retenue pour la tenue de ces mini-sommets? Pas encore. Les équipes sont en train de travailler. Quand elles auront fini de travailler, les experts, n'est-ce pas, sont en train de travailler. Quand ils auront fini de travailler, à ce moment-là, nous pourrons fixer une date. Est-ce que tous les États concernés sont déjà saisis? Tous les États concernés sont saisis, en effet, oui. Ce mini-sommet organisé à Goma sur l'initiative du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, traitera principalement des questions de coopération sécuritaire entre les pays de la sous-région. Les présidents invités sont entre autres Evariste Ndayishimiye du Burundi, Paul Kagame du Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et João Lourenço de l'Angola. Revenons au Burundi où 370 familles récemment expropriées de leurs terres sur la colline Rukana en commune Rugombo de la province de Chibitoke demandent d'être rétablies dans leurs droits. Ces habitants indiquent que ces parcelles ont été légalement acquises. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Ces 370 familles de la colline Rukana en commune Rugombo indiquent qu'elles ont été surprises par la présence de certaines autorités, arguant qu'elles étaient venues pour exécuter le jugement rendu, un jugement pourtant que ces familles ignorent. Nous avons vu venir certains cadres de la CNTB, le conseiller du gouverneur et le ministre. Ils nous ont dit qu'ils sont venus pour exécuter le jugement rendu en 2013 concernant nos terres. Ils ont précisé qu'on doit quitter ces terres pour qu'elles soient cédées à la Cogerco. Mais à ce que nous sachions, il n'y a jamais eu de procès sur ces terres. Nous avons demandé de nous laisser nous exprimer, mais sans succès. Nous sommes ici depuis l'époque de la monarchie. Ces habitants indiquent que ces parcelles ont été acquises depuis 1945 avec la crise de 1993. Certains ont dû quitter ces terres avant de les occuper de nouveau. À cette même époque, l'État procédait à la délimitation des parcelles dites paysannes avant de les distribuer à la population. La Cogerco n'avait pas encore vu le jour, précise ce témoin. Nous avons continué à exploiter ces terres après la crise de 1993. Nous étions sur place lors de la délimitation des paysannes. Nos pères et grands-pères étaient là lors de la mise en place des paysanats, notamment celui d'Obichacha, Mousseini et Rubirizi. La Cogerco date d'hier. À l'époque, c'était la compagnie, puis la Ruzizi. Après la Ruzizi, le projet a été remis. Ces habitants expropriés demandent au gouvernement de leur montrer où installer leur famille. Nous demandons d'être rétablis dans nos droits comme tout autre Burundais. Cet appel est adressé au président de la République, les ministres ainsi que les députés que nous avons élus de nous installer ailleurs s'ils ont besoin de ces terres. Félicien de Burundi, président de la CNTB, invite les habitants lésés de saisir la Cour spéciale des terres et autres biens. Lorsque une décision est prise par la commission et qu'il y a une personne lésée, il fait appel au niveau de la Cour spéciale des terres et autres biens. C'est lui alors qui est lésé. Pour ceux de Chibitoki, ils n'ont qu'à faire appel. Ces 370 familles de la colline Rukana ont seulement 2 semaines à partir du 10 septembre pour déménager. Eh bien, merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Parlons éducation à présent. C'est comme si l'enseignement gratuit n'a jamais existé dans différentes écoles fondamentales du Burundi. En dépit de l'annonce de la gratuité de l'enseignement primaire par le gouvernement, les enseignants révèlent que certains directeurs continuent de collecter des frais scolaires sous une autre forme. Walter Quizer. Les directeurs d'école donnent différentes appellations à ces frais scolaires et c'est selon l'envie du moment. Tantôt, ils disent que ce sont des frais destinés à l'achat des bons pupitres. Tantôt, ils collectent l'argent soi-disant destiné à la construction de tel ou tel hangar ou salle de classe. Des fois, ils disent que cet argent exigé aux parents leur permettra de payer les professeurs vacataires et les veilleurs. Mais, selon le journal Voix de l'enseignant, cet argent est de loin supérieur au minerval que les parents payaient avant la mesure de gratuité scolaire il y a de cela 15 ans.
d'où l'alimentation des parents. Pire encore, lit-on toujours dans le même journal, certains directeurs font encore illégalement payer aux parents les frais d'inscription de leurs enfants. L'exemple le plus illustratif est celui de l'école fondamentale de Ruziba, où chaque nouveau élève est obligé de payer une somme de 21 000 francs burundais pour l'inscription. Même chose pour les parents qui viennent demander une place pour leurs enfants recalés. Ces places, révèlent certains enseignants, sont monnaient à raison de 21 000 francs burundais. Et pour ceux qui désirent changer d'établissement, ils doivent ajouter une somme de 14 000 francs burundais, montant exigé pour avoir une paire d'uniformes. Un des parents de la ville de Bujumbura a révélé au journal La Voix de l'enseignant qu'il a dû s'exécuter pour ne pas perdre toute chance de voir son enfant poursuivre ses études. Cette situation, souligne le même journal, est devenue une routine, surtout au moment de la rentrée scolaire. Une pratique qui se fait au vu et au su des autorités. D'où ces enseignants demandent aux personnes habilitées et au ministère de tutelle de veiller à ce que cette mesure de gratuité scolaire soit scrupuleusement respectée au risque d'être confrontés à une montée d'abandon scolaire, surtout que les sommes exigées ne sont pas à la portée de tous les parents. Dans la rubrique Ouaouka de ce dimanche, nous allons revenir sur les nombreux problèmes qui s'observent dans différentes écoles et leur impact sur l'éducation. Nos invités vont aussi nous proposer des solutions pour éradiquer ces problèmes qui ne cessent pas de se multiplier. La rubrique Ouaouka vous est présentée par Clovis Nyonzima. Ubahuka. Cela fait une semaine que l'année scolaire édition 2020-2021 a débuté dans tout le pays. Cette rentrée scolaire s'annonce déjà très difficile à voir les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants et les responsables de différents établissements. Non seulement ils n'ont pas suffisamment de matériel didactique, mais les salles de classe sont également insuffisantes, occasionnant ainsi un certain nombre d'élèves. Pourtant, tous ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Mais au lieu d'être résolus, il ne faut qu'empirer. Quelles conséquences pour les élèves et les enseignants? Et surtout, que faut-il alors faire pour que ces problèmes en évolution permanente puissent être éradiqués? Telles sont les questions auxquelles les invités dans la rubrique Ouaouka de ce dimanche vont essayer d'apporter les réponses. Nos invités sont un enseignant d'une des écoles secondaires du Burundi que nous avons pris la liberté d'appeler Noiri Damas et de modifier la voix pour sa sécurité. Notre deuxième invité est Libera Nibashira Kandi, professeur d'université et spécialiste en psychologie de l'éducation. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima, bienvenue. uwo munyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Depuis quelques années, la majorité des écoles font face à un manque criant de livres et autres matériels scolaires tels que les bancs pupitres ou les salles de classe. Cette carence d'infrastructures, à son tour, fait qu'il s'observe de plus en plus un nombre pléthorique d'élèves. Avant de donner la parole à nos invités, mon confrère Emmanuel Nyongeko va d'abord nous brosser le tableau de la situation actuelle. Dans différentes provinces du pays, beaucoup de problèmes s'observent dans les écoles tant du primaire que du secondaire. La rentrée scolaire 2020-2021 a eu lieu le 7 septembre dernier, au moment où les problèmes de manque de matériel scolaire restent entiers. Le directeur d'école à régime d'internat dans la mairie de Bujumbura indique qu'il n'avait pas encore reçu des subsides du gouvernement à la rentrée scolaire. À ce manque de subsides s'ajoute le manque de bancs pupitres et le nombre pléthorique d'élèves. Pareils problèmes sont rapportés en province Gitega, couplé de problèmes de manque criant d'enseignants et de matelas pour les écoles à régime d'internat. En province Kirundo s'observe le manque de livres et d'autres matériels didactiques, ainsi qu'un nombre pléthorique d'élèves. Dans les classes, indique une source de la RPA qui précise que le secteur de l'éducation est mal organisé. La situation est pareille dans la direction provinciale de l'enseignement de Rutana, où on observe un manque de salles de classe. De tels problèmes s'observent également dans d'autres provinces du Burundi, notamment la province Bubanza, Chibitoke et Kayanza. Les enseignants qui se sont entretenus avec la RPA affirment que tous ces problèmes signalés dans différentes provinces du pays sont à l'origine du faible taux de réussite dans les écoles.
Face à tous ces manquements, les professionnels du secteur de l'enseignement se disent lésés. Il faut savoir que ces problèmes affectent significativement leur travail. Cet enseignant à qui nous avons donné le nom de Damas Nouhari indique que cela les met dans une situation très difficile, vu qu'on leur demande l'impossible, à savoir un bon taux de réussite des élèves, sans leur en donner les moyens. L'année scolaire a commencé en date du 17 septembre 2020 et c'est un secteur qui connaît assez de problèmes liés d'abord aux effectifs des élèves dans les classes très gonflés, suite à l'exiguïté des salles de classe qui initialement étaient conçues pour recevoir des effectifs variant entre 40 et 50 élèves. Mais aussi, il existe un autre problème, c'est le manque de manuels scolaires qui est un facteur déterminant dans la réussite des élèves. Cruellement, nous manquons de ces manuels parce que un manuel est partagé par 3, 4, 5, 6 élèves qui s'assoient sur un même banc, ce qui devient un autre problème. 6 élèves, 5 élèves qui s'assoient sur un même banc ne sont pas du tout confortablement installés et partant ne peuvent pas suivre le cours convenablement. Les enseignants en souffrent aussi parce que le métier exige que l'enseignant soit libre pour la circulation dans la classe et pour suivre tout un chacun et écouter tout le monde, intervenir chaque fois à l'attention de tout le monde lorsqu'une question est posée. Mais à ce que je sache, que je vois au milieu où je me trouve, un enseignant passe toutes ces séances devant sans pouvoir pénétrer dans les rangs des élèves, ce qui est un handicap majeur qui peut aussi entraîner des échecs pour beaucoup d'élèves. Seuls les élèves qui se sont devant, qui sont près de l'enseignant, peuvent suivre, mais ceux du milieu et de derrière ne peuvent pas suivre convenablement, ce qui conduit à une situation qui ne permet pas un épanouissement des élèves dans les classes. Partant, les échecs sont là, à la fin de l'année, à la fin du trimestre, et on n'y peut plus, c'est dommage. Parce que même parmi les 100 élèves, les 120, les 150 élèves dans une classe, une élite qui s'érige au milieu d'une foule de gens suffirait dans les prochaines années pour devenir les leaders politiques, les leaders de l'administration. C'est encore mieux, mais si nous avons tout un monde qui pense qu'il a été instruit, qui est diplômé et qui ne peut plus penser à d'autres secteurs de production tels que l'agriculture, tels que l'élevage, tels que l'artisanat, tels que le commerce, tels que le débrouillage autre, le business et autres. Tous ces gens qui auront terminé les écoles vont penser qu'ils sont diplômés et qu'ils doivent être employés par la fonction publique, ce qui n'est pas possible. Le professeur Libera Ntibashira Kandi est spécialiste en psychologie de l'éducation. Pour lui, si rien n'est fait pour redresser la situation, le secteur éducatif ne fera que se détériorer avec toutes les conséquences que cela engendrera dans un futur très proche. Le ministre actuel de l'Éducation connaît parfaitement bien tous les problèmes qui minent le système éducatif burundais et plus particulièrement les problèmes liés à la réforme dite école fondamentale ou post-fondamentale. Le ministre actuel est un des artisans de cette réforme dans sa conception et dans sa mise en application. 10 ans après l'annonce de cette réforme et 7 ans après son lancement, c'est étonnant que, primo, les enseignants manquent, secondo, pas assez de matériel didactique et qu'il y a un manque criant de livres, de bancs et de pupitres, manque d'assez d'écoles pour désengorger les classes, tertio, un manque de volonté politique de gérer correctement la carrière enseignante, de motiver les enseignants en leur accordant un salaire consistant, l'accès au logement décent et aux moyens de déplacement. Ce qui est grave est que pendant les 10 dernières années, le pouvoir du CNDD-FDD n'a pas fait grand-chose pour mobiliser des fonds nécessaires pour former assez d'enseignants, construire assez d'écoles pour désengorger les classes, équiper les écoles en matériel didactique, équipements comme bancs et pupitres, laboratoires, bibliothèques, etc.
Quelles sont les conséquences de son manquement? Premièrement, pour les élèves, il y a le Covid-19. Beaucoup d'élèves risquent d'être contaminés par ce virus en cette période de pandémie. Dans une classe entassée les uns sur les autres, il est impossible de respecter la consigne de distanciation sociale. Il y a un grand risque de propagation du Covid-19 dans les familles et à travers tout le pays. La détérioration de la qualité de l'enseignement, occasionnant des abandons, beaucoup de redoublements, hypothèques l'avenir de ces jeunes. Beaucoup de jeunes sans aucune qualification, l'augmentation du nombre de chômeurs, notamment le chômage des jeunes et la pauvreté qui en découle, occasionnant la manipulation des jeunes par des politiciens pour effectuer de sales besognes, moyennant un intéressement de quelques milliers de francs burundais. Conséquence pour le pays, un manque de cadres compétents et bien formés pour gérer le pays, capables de proposer des solutions aux mille et un problèmes qui mineront le Burundi dans 10, 20 ans ou plus. Le Burundi restera bien sûr à la traîne des autres nations, restera parmi les pays les plus pauvres au monde, avec le risque d'être phagocyté par les pays de la sous-région. Pour les enseignants, malheureusement, une détérioration continue de leurs conditions de travail, avec risque de démotivation d'un bon nombre d'entre eux. Damas Noari, un enseignant à l'une des écoles secondaires du pays, affirme que lui et ses collègues se sentent coupables devant cette situation car, même s'ils n'y peuvent rien, ils sont conscients que leur devoir est de former des futurs cadres du pays. D'où il appelle le gouvernement à s'impliquer davantage pour remettre sur pied ce secteur primordial. J'interpelle les autorités compétentes du secteur de l'éducation, entre autres le ministre et le président de la République, de s'investir considérablement pour que le gouvernement puisse doter des outils nécessaires à l'enseignement. Ça veut dire la multiplication des salles de classe, le dégonflement des effectifs dans les classes, l'octroi des manuels scolaires, de telle sorte qu'au moins deux élèves se partagent. Sinon, je pense que le travail ne pourra jamais aboutir. Si du moins le secteur connaît des objectifs préalablement construits. Sinon, il semblerait qu'on fait du travail pour faire du travail sans objectif. Donc, le parcours n'est pas préalablement aménagé. Il faudrait que finalement le gouvernement s'y investisse convenablement. Y mettre tout le paquet et approcher les parents, approcher les élèves, approcher les enseignants pour qu'ils s'entendent sur des modalités d'amélioration des conditions d'apprentissage. Sinon, je pense que c'est toujours un échec. C'est un échec qui plane sur tout le secteur de l'éducation au Burundi. Peut-être que la politique est peut-être tout autre. Pour le professeur libéral Ntibashira Kandi, il est inconcevable qu'un gouvernement digne de son nom n'investisse pas dans le secteur de l'éducation et de surcroît dans l'avenir de la jeunesse. Et ce spécialiste en psychologie de l'éducation d'indiquer qu'un tel gouvernement devrait être destitué pour le bien de toute la nation. La qualité de l'enseignement se détériore chaque année, le contraire de ce qui est annoncé chaque année. Plusieurs chantiers donc ont été annoncés, promis par le ministre actuel, des laboratoires et bibliothèques pour toutes les écoles, construction de 5 centres régionaux de formation technique et professionnelle, la relance des inspections scolaires, l'accompagnement et l'encadrement de proximité des élèves, fourniture des outils pédagogiques, en particulier des livres aux écoles fondamentales et post-fondamentales. C'est du déjà entendu, c'est du poudre aux yeux. Pourquoi ces actions n'ont pas été réalisées au cours des dernières années alors que le ministre actuel occupait des fonctions qui lui permettaient d'influencer pour que ces très bonnes idées soient réalisées? Alors, quelle est la solution? Pas de solution miracle. Il faut la refondation complète de l'État burundais et un avènement d'une nouvelle classe politique ayant un leader charismatique, compétent, visionnaire, patriotique et responsable. Une vision réfléchie et bien pensée de refondation du système éducatif burundais, aujourd'hui totalement délabré. Et enfin, la mobilisation pour l'éducation. Donc, en résumé, comme solution, c'est de changer les dirigeants du pays pendant les 15 dernières années. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plus jolie fille du monde ne peut
donner ce qu'est là. Le CNDD-FDD a prouvé son incapacité de relancer l'économie, de renforcer le système éducatif burundais et surtout améliorer la qualité de l'enseignement. Donc, un changement radical est nécessaire et ce changement passera par notamment les 3 éléments: la refondation complète de l'État burundais, une vision réfléchie et bien pensée, et enfin la mobilisation d'un fonds spécial pour l'éducation. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que s'achève la rubrique Ubahuka de ce dimanche 13 septembre 2020, qui était centrée sur les nombreux problèmes qui s'observent dans le secteur de l'enseignement et les conséquences que cela engendre, et sur les élèves et sur le pays, ainsi que les voies et moyens de sortie de cette situation. Merci à nos invités. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au micro, vous étiez avec Clovis Nyonzima. À la prochaine. Ubahuka. 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 Merci aussi à toi, Clovis Nyonzima. C'est sur cette rubrique Ubahuka que nous mettons fin à son magazine. Onésime Dushimagize était à la présentation de son magazine. Rissi Kabera était à la mise en onde. La prise d'image était assurée par Emile Niwasumba. Merci aussi à vous de nous avoir prêté oreille attentive. Excellente soirée à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.